Le point de départ, c'est quand même qu'on a un État défaillant. On est dans une explosion des phénomènes de drogue en France. En fait, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un Titanic qui coule. Et finalement, on n'a fait qu'empirer les choses. Les lits ont continué d'être fermés, les postes ont continué d'être fermés. En effet, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice, et je pense à raison. Mais on soigne seulement les conséquences et pas les causes. On est dur avec les faibles et faible avec les durs. On paye pour que justice soit faite, pour qu'on soit en sécurité. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer ? C'est aussi très dangereux d'aller commencer à s'attaquer à ce genre de problème-là. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Et tout de suite, nous recevons notre invité à la volée, Samuel Fitoussi, essayiste, chroniqueur au Figaro Vox, auteur de Woke Fiction, Comment l'idéologie change nos films et nos séries. C'est un livre aux éditions du Cherche Midi. Bonjour Samuel Fitoussi. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vous avez décidé de rédiger ce livre notamment parce que vous êtes un grand fan, je crois, de films, de cinématographie particulièrement, et vous avez remarqué finalement qu'il y avait un bouleversement dans ces films depuis quelques années. C'est ce que vous présentez dans votre introduction. Qu'est-ce que vous avez remarqué finalement ? C'est ça, depuis à peu près 2020 surtout. J'ai vu les contenus peu à peu changer. Donc évidemment, faut dire déjà qu'on parle pas de tous les contenus, il reste des contenus de grande qualité, mais souvent par exemple l'Occident était représenté comme un enfer misogyne et raciste, ce qui ne correspondait pas forcément à ce que nous disent nos yeux. Vous pouvez donner des exemples concrets pour nos auditeurs? Par exemple dans la série Lupin, les personnages noirs sont systématiquement victimes de racisme policier, de racisme judiciaire. Moi, je pense qu'il existe encore du racisme en France, évidemment, mais c'est pas forcément aussi systématique que ça. Dans des séries américaines comme New Amsterdam, diffusées en France sur Netflix, des médecins diagnostiquent une tumeur à un enfant d'origine latino-américaine et ensuite lui font des tests et découvrent, et c'est censé être un avis médical et scientifique, découvre que c'est le racisme de la société américaine qui a causé la tumeur. Oui, alors ça, attendez, parce que ça c'est très intéressant, vous racontez en effet, c'est en fait, c'est un enfant malade, etc., il est soigné, et petit à petit on réalise que c'est à cause du racisme de la société américaine que cet enfant a développé cette tumeur. Enfin, c'est quand même aller chercher loin, hein. C'est en dehors de tout fondement scientifique. C'est aller chercher loin. Et même d'autres séries, par exemple Grey's Anatomy, ça a toujours été je sais pas si vous l'avez déjà vu, bien sûr, ça a toujours été une série très progressiste. Ça a commencé vers 2005, les minorités ethniques toujours très bien représentées, et ça marchait bien. Les scénaristes utilisaient une technique où ils écrivaient des personnages sans connaître la couleur de peau des acteurs qui l'incarneraient. Donc les minorités étaient représentées, mais ils n'étaient pas définis par leur couleur de peau. Donc ça c'est plutôt bien, on va dire. C'était effectivement plutôt bien. Et peu à peu il y a eu un changement, surtout après George Floyd, la série a voulu faire des démonstrations vraiment sur le supposé racisme excessif de la société américaine. Et donc les personnages noirs et les personnages blancs ont cessé d'être écrits de la même manière, parce que dans les arcs narratifs des personnages noirs, il fallait qu'ils rencontrent systématiquement des obstacles liés au racisme. Donc voilà, ça allait jusqu'à des changements profonds dans la manière d'écrire les personnages de différentes couleurs de peau. Et moi je suis plutôt j'adhère à une vision plus universaliste. Et par contre, je ne pense pas que tout ça c'est forcément un progrès. Oui, ça c'est sûr. Et vous dites en fait, donc vous avez découvert finalement ce changement progressif dans les séries, dans les films, et en cherchant un peu, vous avez découvert qu'il y a eu des déclarations également qui ont été faites assez vite. Je crois que c'est dans les années 2021, notamment. Vous citez la présidente de Disney Télévision. Qu'est-ce qu'elle déclare, cette présidente ? Ouais, la présidente de c'est Dana Walden. Dana Walden, elle a dit qu'il recevait souvent des scénarios qu'elle jugeait très bons, mais qui ne remplissaient pas certaines conditions d'inclusivité, et donc il refusait les scénarios. Donc, c'est-à-dire que quand on creuse, il y a, encore une fois pas toujours mais souvent, un véritable cahier des charges idéologiques auquel les contenus doivent aujourd'hui répondre, et parfois même on peut regarder un film apolitique sans nous juger qu'en fait, qu'on se croit apolitique sans savoir qu'en fait il est déjà aux normes woke.
Ça, c'est très important. C'est ce que vous expliquez dans le livre. Je prends un petit peu de temps, on va faire un arrêt sur image, parce que là, ce que vous dites est fondamental, en fait. Vous nous dites, et ce que vous expliquez très bien dans votre livre, il y a finalement, on parle de cancel culture, mais vous dites finalement, cancel culture, c'est presque biaisé, puisque cancel veut dire annuler, enfin effacer. Oui, on efface certains personnages, on va le voir après coup, notamment dans Disney. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de Blanche-Neige, des viols de la Belle au bois dormant, etc. Vous en parlez également dans votre livre. Ça, c'est la cancel culture. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait même que finalement, même de très bons scénarios, comme dit cette présidente de Disney Télévision, n'arrivent plus aujourd'hui à bout, puisque il y a soit de la censure avant d'arriver à la présentation, soit de l'autocensure. Et c'est aussi tout le phénomène que vous décrivez. Voilà, c'est tout un phénomène de censure en coulisses, souterrain, invisible, qui ne provoquera jamais de scandale. Pour prendre un exemple, là, plus dans les films et les séries, mais dans la littérature, vous connaissez l'affaire Roald Dahl, des consultants en sensibilité, de concert avec la maison d'édition. On réécrit l'entièreté des romans de Roald Dahl. Vraiment, on réécrit plusieurs dialogues par page, donc c'est des changements significatifs. On a enlevé tout ce qui pouvait indirectement inciter au mauvais comportement, véhiculer les mauvais stéréotypes, etc. Donc ça, c'est la cancel culture qu'on voit. Et ça a fait scandale, et les gens s'en sont indignés. Mais quand on creuse dans cette histoire, on se rend compte, c'est le Télégraphe qui rapporte ça, que l'association responsable des coupes dans l'œuvre de Roald Dahl, elle-même, dit que travailler sur des œuvres du passé, c'est vraiment pas ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais par contre, son activité principale, 95% de son activité, c'est de relire des romans contemporains publiés en ce moment, avant leur publication, pour, encore une fois, proposer à l'éditeur des modifications ou des retouches. Et que ensuite, c'est modification du contenu, quoi. Voilà, modification, c'est particulièrement vrai dans le monde anglo-saxon pour les romans pour enfants. Et donc, les romans sont déjà aux normes. Et je finis là-dessus. Il y a des lecteurs en sensibilité, ça existe aussi au cinéma. Toutes les grosses sociétés de production sont américaines, en tout cas, sont abonnés. Ils sont obligés ou pas d'avoir ces lecteurs en sensibilité? Ils le font de bonne volonté parce qu'ils adhèrent à l'idéologie qui dicte ces contraintes pour la plupart. Et aussi, ils ont peur sur Internet de se prendre un bad buzz de militants intolérants, de militants woke qui disent ça, c'est pas suffisamment woke. Ça. Et donc, ils font relire systématiquement tous leurs scénarios par des cabinets dits de diversité et d'inclusion. Oui. Mais c'est infernal en fait ce que vous racontez, et on le voit très bien dans toutes vos démonstrations, parce que votre livre est très très riche d'exemples, et on va en donner plein d'autres, mais en fait ça va toujours plus loin. C'est ça aussi, c'est une course-poursuite, une course vers l'avant, on va dire même une chute vers l'avant, puisqu'il faut toujours aller plus loin. Et en fait le conseiller en sensibilité, c'est quand même une expression dingue, on a l'impression vraiment d'être chez Orwell. Le conseiller en sensibilité d'hier, il va être jugé pas suffisamment woke pour aujourd'hui, parce que il est c'est peut-être racisé, j'utilise les termes cisgenre, non justement il ne faut pas qu'il soit cisgenre, transsexuel, je sais pas quoi, mais il lui manquera encore la dernière catégorie du wokisme en fait, et c'est ça, c'est une espèce de course à toujours plus de preuves de wokisme. C'est une course en avant vers la pureté. D'ailleurs c'est assez drôle vers la pureté militante. Et j'utilise ce terme de pureté. Je sais pas. Mais d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que des séries comme Friends, qui étaient alors ça, c'est très drôle, extrêmement progressistes dans les années 90, je crois que ça finit vers le début des années 2000, c'était vraiment... les scénaristes étaient engagés à gauche, faisaient il y avait des sous-histoires c'était vraiment en avance sur son temps, sur le mariage gay, etc. Mais aujourd'hui, série... Parlez bien dans le micro, voilà. Mais aujourd'hui, cette série est détestée, est détestée. En tout cas, beaucoup de woke la critiquent, parce que les comportements des personnages sont jugés problématiques. Par exemple, un épisode dans lequel je sais plus lequel des personnages est mécontent que son fils joue avec une Barbie. Mais il y a toujours cette confusion chez les woke entre un comportement représenté à l'écran et cautionné par le scénariste. Par exemple, c'est pas parce que les personnages ne se comportent pas moralement que le film est immoral ou appelle au mauvais comportement. Évidemment. Simplement, on rit de l'imperfection humaine, on représente... ça devrait être comme ça, oui. Voilà, on représente le sinon, il n'y a vraiment plus rien, il n'y a plus d'intrigue dans un film si tout le monde pense bien et agit bien. Il n'y a plus d'intrigue, il n'y a plus d'humour, parce que le sel des sitcoms, c'est justement ça, c'est justement le rire de personnages imparfaits, hypocrites, lâches, qui sont motivés par des dessins parfois égoïstes. Et ces personnages-là existent dans la vie réelle. Les représenter ne veut pas dire qu'on glorifie ce type de comportement. Oui, alors vous le citez, je crois que c'est la sénatrice
Scénariste, voilà. La scénariste, moi aussi, je suis en train de changer de vocabulaire là. La scénariste de Friends en 2020 qui dit donc Friends ne mérite plus notre attention. Et après, il y a toute une déclaration. Oui, Joey est admiré parce qu'il a couché avec beaucoup trop de femmes. Alors, vous c'est pouvez pas la me scénariste, redire. c'est une critique. Ouais. Mais par contre, Oui, la scénariste après a fait son autocritique, c'est ça derrière. La co-créatrice de Friends, dont j'ai oublié le nom, non seulement a fait son autocritique, mais a fait un don de 4 millions d'euros au département d'études afro-américaines de l'université de Brandeis aux États-Unis. Pour s'excuser du manque de diversité ethnique dans la série Friends. Ouais, alors là, quand vous analysez ça, c'est très drôle parce qu'en fait, vous l'expliquez, cette co-créatrice était elle-même déjà à l'époque la progressiste de l'époque, en tout cas, justement, sûrement, enfin, l'équivalent du socialisme progressiste des États-Unis, et qu'aujourd'hui, donc, elle regarde sa propre œuvre, et elle dit j'ai du mal à me regarder dans le miroir pour ce que j'ai fait, c'est-à-dire cette série pleine de stéréotypes genrés, etc. Et donc elle fait ce pardon et donc ce don dont vous parlez. Et c'est quand même très intéressant de voir en effet, et là c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette évolution qui fait qu'on n'est jamais, on n'arrive jamais finalement à être le meilleur wokiste, parce qu'il y en a toujours un qui peut aller plus loin que nous derrière. Exactement. C'est une course vers l'avant. Mais il y a beaucoup qui font ce mea culpa après coup. Là, vous donnez beaucoup d'exemples. Emma Watson, notamment. Alors, elle a voulu bien faire. Elle a publié un carré noir, c'est ça, pour Black Lives Matter. Oui, c'est ça. Alors, la pauvre, il y avait un petit peu de blanc autour du carré noir. Et elle s'est fait allumer pour ça, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est ça. Je sais pas, au moment après la mort de George Floyd, les gens mettaient des carrés noirs sur Instagram en solidarité avec la communauté noire. Et elle, comme sur le reste de ses photos Instagram, elle mettait des bordures blanches. Et ben, par souci esthétique, elle a décidé de mettre des bordures blanches sur cette photo aussi. Et donc, les woke, alors que Emma Watson est très, très, très progressiste. Oui, en plus, donc, c'est ça qui est drôle. Drôle, parce que nous, on va le dire clairement, il est peut-être mieux d'en rire plutôt que d'en pleurer, parce que c'est quand même une situation assez dramatique qui est en train, et vous l'expliquez aussi, prendre un pouvoir immense, en fait, parce que d'abord, il y a l'effet de l'image, l'effet des films qui infusent directement nos cerveaux, et puis, finalement, cette minorité qui devient de plus en plus importante, mais qui aussi terrorise les autres aussi, qui provoque une forme d'autocensure. Donc là, bon, on a pris le parti ici plutôt d'en rire, et c'est vrai qu'Emma Watson qui essaye de faire preuve du meilleur wokisme possible, et qui elle-même se fait lyncher par les autres parce que visiblement elle a oublié un peu de blanc sur son carré noir. Et il y en a d'autres comme ça, mais il y en a qui refusent en revanche de faire leur mea culpa et qui restent droits entre guillemets dans leurs bottes, notamment J.K. Rowling de Harry Potter. Mais elle, alors là, pour le coup, du coup, c'est vraiment la porte fermée partout. Elle n'est plus invitée nulle part. Elle est boycottée. Elle n'a même pas le droit d'aller aux événements Harry Potter. Vous le racontez également. Effectivement, c'est parce qu'elle croit qu'un homme est un homme et une femme. Elle croit, oui. Oui. Et en fait, la tristesse de la chose, l'ironie aussi, c'est qu'on parle sans cesse, les woke parlent sans cesse de diversité et d'inclusion, mais ils réduisent la diversité et l'inclusion aux critères les plus superficiels, c'est-à-dire l'épiderme, la couleur de peau. Mais dans le fond, il n'y a pas de diversité d'opinion, il n'y a pas de diversité politique, il n'y a pas de diversité même socio-économique. C'est pas un critère qui entre en jeu pour eux. Oui, ils ramènent tout le monde à sa couleur de peau, justement. C'est purement une diversité au sens le plus superficiel. Et il y a une phrase de Thomas Sowell, un brillant intellectuel noir américain, qui dit quand vous entendez diversité, quand vous entendez qu'une institution est fière pour sa diversité, fière de sa diversité, entendez, on a beaucoup de gauchistes blancs, de gauchistes noirs, de gauchistes hispaniques, de gauchistes de sexe féminin. Et c'est exactement ça, c'est diversité de couleur de peau, mais rien d'autre. Oui, ça nous fait penser d'ailleurs à certains partis politiques qui font la promotion de la diversité et qui, quand on voit leurs réunions politiques, il y a uniquement des blancs d'un certain âge. Mais bon, justement, nous, on ne va pas faire ce rappel à la couleur de peau, puisque c'est pas notre... justement, on est là pour juger les gens et ce qu'ils ont à dire. Alors, ce que je voulais voir aussi, qui est intéressant dans votre livre, c'est deux choses. D'abord, le fait que pourquoi ces gens-là aujourd'hui réussissent à être si forts, mais également parce que on l'a dit un petit peu, on l'a suggéré, ce sont les organisateurs des grands événements comme les Oscars. Et finalement, désormais, les Oscars vont être réduits à de nouveaux critères. Pareil pour les maisons d'édition. Il y a les critères des livres. Pour pouvoir passer dans certaines maisons d'édition, il faut remplir ces critères. Donc tout ça, on le voit finalement dans la publication
l'éducation, dans la diffusion. Il faut remplir ces critères. Mais même, ça va plus loin, et vous le dites également, c'est une question de subvention. Aujourd'hui, pour être subventionné, il faut remplir également les critères wokistes. Oui, il y a des... par exemple, bon, pas toujours, hein, mais le CNC, par exemple, a un fonds, le CNC, donc le Centre National du Cinéma, subventionne spécifiquement un fonds dédié au financement de films dans lesquels la diversité est bien représentée, positivement est bien représentée. Il y a aussi, pour tous les films, il y a un bonus de financement de 15%. Pour les films dont les équipes de tournage sont paritaires, donc paritaires entre les hommes et les femmes. C'est des choses dont on peut se féliciter, mais qu'on peut aussi critiquer, parce que c'est pas forcément une bonne chose. Même la parité, c'est une forme d'identitarisme, ramener chacun à ses déterminismes, voir deux groupes, le groupe homme et le groupe femme, desquels il faudrait piocher des individus pour les représenter en quantité égale, plutôt que des individus indifférenciés, dont certains se trouvent de sexe masculin, d'autres de sexe féminin. Et aussi, ça peut mener à un paradoxe, par exemple, c'est que au nom de l'inclusion, quand on cherche à avoir de la parité partout, une femme bourgeoise peut être recrutée en priorité par rapport à un homme issu des classes populaires, ou d'ailleurs vice-versa, si c'est dans un domaine où les femmes sont surreprésentées et qu'on cherche la parité. Donc c'est pas mais forcément... ça arrive, alors, quand par exemple il y a déjà un endroit où les femmes sont surreprésentées, où les minorités sont surreprésentées, on fait de la discrimination positive pour l'homme blanc, entre guillemets, ou ça dans l'autre sens, ça marche pas en général. Ça marche pas dans l'autre sens. Oui, c'est ça marche seulement dans un sens. C'est quand même intéressant à noter également. Donc ça, on l'a dit, ces subventions aussi qui viennent supporter cette politique wokiste qui est mise en place, notamment dans la culture. Et puis il y a le problème aussi du fait que ces gens-là considèrent qu'ils ont raison et nous montrent des études et s'appuient sur des études en montrant, regardez, finalement, il y a beaucoup moins de femmes là, la femme est sous-représentée, etc. Et vous avez tout un chapitre sur le fait que on marche sur des biais de confirmation qui sont censés légitimer tout ce qui est fait aujourd'hui pour la cause wokiste, mais qui en fait est mal réfléchi, mal pensé, puisque ça partirait, l'inégalité entre les hommes et les femmes ou entre les cisgenres ou les homosexuels ne viendrait pas de leur propre interprétation. Allez-y, en fait, je vous laisse. Ce que je dis, c'est que les woke ont tendance à substituer à une analyse multicausale qui pourrait expliquer les asymétries statistiques entre hommes et femmes ou entre différents groupes, une explication monocausale où toute asymétrie est due soit à la discrimination, soit à des stéréotypes intériorisés par les gens qui briment leurs aspirations. Mais la science et les sciences sociales montrent depuis des années que, par exemple, dans le cas des hommes et des femmes, en moyenne, il faut toujours rappeler que c'est en moyenne, il y a des différences d'intérêt, de choix de vie qui ne sont pas forcément dues à des constructions sociales. Les personnalités moyennes des hommes et des femmes sont un peu différentes, les hommes sont un peu plus compétitifs, les femmes sont un peu plus en moyenne portées sur les personnes, les hommes un peu plus sur les systèmes abstraits, la théorie. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est simplement différent. Et le problème, c'est que puisque cette différence des sexes, souvent, cette différence moyenne, toujours, il faut le rappeler, il y a des filles qui sont des femmes qui sont plus de cette façon que certains hommes, et vice-versa. Et puisque cette différence des sexes est souvent niée, on a tendance à penser que si on n'a pas la parité dans tous les domaines de la vie, le strict de 50-50, c'est forcément un problème en soi. Alors que ça pourrait justement être une bonne chose. Voilà, en fait, ça pourrait simplement être le résultat des choix individuels libres des gens. Et de leurs affinités. Et l'hypothèse implicite, souvent, c'est paradoxalement de la part des woke, c'est que les femmes, en fait, ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Que quand les femmes disent « je vais faire ça, tel métier, je vais étudier ça », en fait... c'est des enfants et les woke doivent les rééduquer, leur dire non, vous dites ça, mais en fait vous êtes une victime de la société patriarcale qui vous a lavé le cerveau, allez plutôt là-dedans. C'est une vision très infantilisante et on peut, moi encore une fois, sous prétexte de vouloir sauver, finalement on infantilise. Voilà, et moi je suis plutôt libéral sur ces questions. J'ai tendance à penser qu'il faut considérer les gens comme des adultes de libre arbitre et les laisser faire des choix libres et éclairés. Évidemment, parfois il y a des contextes où les choix ne sont ni libres ni éclairés, et ça c'est un problème. Mais pas tout le temps. Alors, ce qui pose également question, on a une actualité, j'imagine que vous l'avez suivi, qui en est l'illustration pure, c'est quand justement la culture, on va dire cinématographique, s'allie justement à l'éducation nationale et au planning ou au programme d'éducation de nos enfants. Et là, on a vu en France le planning familial.
qui s'associe à Netflix pour faire des affiches de promotion d'une série sur les questions qui s'appelle Sex Education, sur l'éducation à la sexualité. Et sur ces panneaux du planning familial à Paris, du 20 au 26 septembre, vous pouvez lire les préliminaires, c'est du sexe, tout le monde l'a fait sauf moi, est-ce normal, ou encore comment je sais si j'aime les filles ou les garçons, point d'interrogation. Enfin voilà. Donc on voit là une association, une alliance en fait entre le planning familial. Donc là on quitte même les écrans. Ce sont ici où on parle des grands panneaux que vous pouvez trouver dans la rue. Donc finalement, on est même envahi, on va dire, par cette cause petit à petit cinématographique wokiste qui va rejoindre petit à petit la rue et qui va, en plus, on le sait, avec certaines circulaires notamment la circulaire Blanquer à l'école qui appelle les professeurs à suivre la volonté de changement de genre d'un enfant dès 3 ans. Donc finalement, on voit que ce combat wokiste est partout et il infuse petit à petit toute la société et il n'y a plus de sanctuaire, il n'y a plus de protection. Oui, c'est dans le cas de Sex Education, c'est toujours, et du planning familial, c'est toujours la même chose. On peut, c'est évidemment une bonne chose que parfois les jeunes soient formés à l'éducation sexuelle, les différentes orientations sexuelles, etc. Mais souvent les termes sont détournés et quand on parle d'éducation sexuelle, souvent on parle plus uniquement d'éducation sexuelle, mais aussi d'éducation aux théories woke et éminemment contestables sur l'identité de genre, par exemple. Oui. Typiquement, il y a une polémique en Belgique récemment où le fameux Guy d'Evras. Guy d'Evras, dans une fédération en Belgique, donc pas dans toute la Belgique, mais dans une partie de la Belgique, il y aura des cours à l'éducation sexuelle et seront inclus dans ces formations l'idée que l'identité de genre d'une personne peut être différente de celle qu'on lui a assignée à la naissance. Sauf qu'en réalité, on n'assigne pas un sexe à la naissance, on observe un sexe. Et donc, voilà, c'est une idéologie qui dit qu'on peut être né dans le mauvais corps et par conséquent, devoir faire des changements chirurgicaux pour transitionner dans le bon corps. Dire ça aux enfants n'est pas forcément un progrès. On peut légitimement, sans être un réactionnaire d'extrême droite, s'y opposer. Parce que la conséquence, évidemment, c'est qu'un enfant de 8 ans ne sait pas forcément ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de vote. Il n'a même pas le droit de se faire des tatouages définitifs dans certains pays. Et on est en train de lui dire, si tu te sens pas très bien, si tu es un peu déprimé, c'est peut-être qu'en fait, tu as un mal-être parce que tu es né dans le mauvais corps. Bien sûr. Et le pire, d'ailleurs, c'est que c'est la gauche qui porte ce genre d'idées. Mais en fait, l'idéologie trans est peut-être une menace à la liberté sexuelle parce que c'est souvent... certaines études montrent que souvent, les enfants qui sont voués en fait à devenir homosexuels, on leur fait croire, pas tous mais à certains, que s'ils sont un peu plus efféminés par exemple pour des garçons que la moyenne des garçons, c'est qu'en fait ils sont nés dans le mauvais corps et qu'ils doivent devenir une femme, alors qu'en fait non, c'est juste qu'ils sont plus efféminés parce que chacun on est des individus, on peut dévier de la norme de son sexe et en fait c'est parce qu'ils sont homosexuels, donc on peut considérer que l'idéologie trans est en partie homophobe et en tout cas c'est pas forcément un progrès que les bien sûr, et puis, sans parler derrière des désastres de ces personnes qui commencent à prendre des médicaments et qui sont sous automédication permanente, qui font des opérations qui peuvent être gravissimes. On a déjà fait des sujets ici, on continuera parce que évidemment tout ça est fondamental et en plus de plus en plus important, enfin un phénomène de plus en plus important. Samuel Fitoussi, on a parlé des subventions, on a parlé justement du planning familial, de l'école même qui fait ce relais du wokisme, et il y en a d'autres qui font le relais du wokisme, ce sont les médias. Et les médias, c'est particulièrement intéressant puisque vous-même, vous en avez été la victime. Finalement, on est presque dans une mise en abîme. Avant de commenter justement le rôle des médias ensemble, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter un moment qui a dû, justement, vous allez nous raconter un peu comment ça s'est passé. Vous étiez invité sur France Inter pour présenter votre livre et on va dire que c'était quand même un règlement de compte. Vous étiez face à combien de journalistes ? 3, 4 ? 3 journalistes qui n'étaient pas d'accord avec vous, ça arrive, mais qui ne vous ont pas beaucoup laissé le temps de l'expression. Écoutez ces extraits. Le wokisme est-il un danger pour la culture ? Alors pour répondre à cette question, nous sommes avec Samuel Fitoussi. Bonsoir Samuel. Bonsoir, merci de m'inviter. De rien, vous avez 25 ans, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries, ou pour aller très très vite, vous dites textuellement que le wokisme est en train de tuer notre culture et par extension notre civilisation en toute nuance. C'est pas exactement ce que je dis là. Ah ben si on prend les mots mot pour mot, si, c'est ce que vous dites. Samuel. Voilà, ça c'est le premier extrait, l'introduction. Donc vous dites que le wokisme est en train de tuer notre civilisation. Vous dites c'est pas exactement ce que je dis, mais si, c'est ce que vous dites. Et puis ça continue.
L'intersectionnalité, c'est un outil, hein. C'est pas une notion. Non, c'est mais- un outil Ok, un outil si vous voulez, d'observation. un type de militantisme. C'est pas du militantisme, c'est un outil scientifique. Non, mais c'est un type de militantisme Non. qui veut que la société soit régie par des structures de domination et que le mâle blanc cisgenre hétérosexuel soit l'oppresseur par défaut et que les minorités doivent s'unir pour déconstruire l'oppression que celui-ci leur fait subir. Donc oui. Alors là, c'est sur le débat sur l'intersectionnalité. Elle vous dit c'est un outil scientifique, c'est objectif. Il y a absolument rien de propagandiste dans cette histoire. Et puis la conclusion sur France Inter. Très bien, on en restera là. Marine, une conclusion? Si j'ai bien compris, vous pensez qu'on ne peut plus rien dire, donc vous en avez fait un livre qui a été édicté par le Cherche Midi et vous êtes venu en parler sur France Inter. Effectivement. Merci beaucoup Samuel Fitoussi. Je rappelle le livre que vous êtes venu défendre, ça s'appelle Woke Fiction. Voilà, donc elle vous dit aussi, j'ai bien compris, vous dites que vous ne pouvez plus rien dire, ce qui n'est pas tout à fait le propos de votre livre que j'ai lu. Et finalement, regardez la chance que vous avez, vous êtes reçu sur France Inter et en plus vous avez été publié au Cherche Midi, la preuve que vous pouvez parler. Voilà ce qu'elle veut sous-entendre. Samuel Fitoussi, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. D'abord, vous attendiez à un tel lynchage, on va dire? Je sais que France Inter penche à gauche. En théorie, c'est le service public, ils sont censés ne pas pencher à gauche. Donc je savais que ça allait être plutôt hostile. Mais non, je m'attendais pas à ce point-là, parce que en plus, vous avez fait écouter 2 ou 3 extraits, mais tout l'interview était comme ça. Oui. Enfin, il dure 7 minutes et elles parlent plus que moi, elles me sont assez hostiles. Mais, oui, puis à 3 contre 1. Le problème, c'est effectivement que c'était à 3, que c'était pas... les 3, clairement, à gauche, animent 1 heure d'antenne tous les jours sur la première radio publique de France. Elles choisissent qui elles invitent, elles choisissent comment elles l'accueillent. C'est peut-être, je pense que dans le sens inverse, ça poserait une question démocratique dont tout le monde se saisirait si 3 personnes de droite avaient 1 heure d'antenne seule sur France Inter tous les jours. Et même si c'était 3 mâles blancs, n'en parlons même pas. Donc oui, mais bon, après j'ai pas été plus surpris que ça. Bon, c'est aussi le jeu. Il faut être prêt quand on écrit un livre à se défendre. À se défendre. Le problème c'est que c'est le service public, mais bon, c'est pas non plus, faut pas non plus en faire un scandale d'État. Non, mais c'est pas un scandale d'État, c'est juste révélateur finalement d'un phénomène encore un autour du wokisme. C'est finalement qu'il est aussi relayé massivement par les médias. Là, on voit qu'elle a fait et cause pour ce sujet de l'intersectionnalité. Une des journalistes, elle vous dit, mais c'est un outil scientifique, c'est objectif. L'intersectionnalité, c'est un phénomène wokiste. On peut pas dire que ce soit un outil scientifique. En fait, c'est tout le paradoxe, c'est que c'est un outil scientifique si on laisse des sociologues militants bien ancrés à gauche définir la science et publier leurs papiers avec un vernis scientifique, etc. Donc oui, l'intersectionnalité dans les sciences sociales, dans les départements de sciences sociales, dans les universités occidentales, est étudiée comme une notion scientifique. Mais ce n'est pas une notion scientifique, c'est une notion éminemment contestable. L'idée qu'il y ait des dynamiques de domination qui régissent la société, que les discriminations s'entrecroisent, que au sommet de la pyramide des discriminations, il y ait le mâle blanc hétérosexuel cisgenre, que les minorités sexuelles doivent s'unir parce que la priorité c'est de déconstruire l'oppression que celui-ci leur fait subir. Tout ça c'est très très contestable et c'est du militantisme, quoi que des sociologues militants en disent. Oui, mais c'est sûr. Et ce serait la dernière question que je souhaite vous poser, c'est justement ce rôle des médias aujourd'hui. Vous qui êtes également journaliste, vous considérez que aujourd'hui, soit on se couche face à une cause idéologique, ici wokisme puisqu'on parle du wokisme, soit finalement dans l'autre sens, peut-être aussi qu'il y a un tort de l'autre côté dans les médias qui seraient opposés à ce genre de vision, puisqu'il y a un vide, ou en tout cas le fait de ne rien proposer en échange, si vous voulez. Peut-être que pourquoi finalement le discours wokiste paraît plus fort que l'autre? Parce que la culture, la gauche, une partie de la gauche a sombré dans le wokisme, et la gauche a toujours continué, contrôlé entre guillemets, contrôlé au sens était représentée majoritairement dans certains médias, certaines Et vous dites la gauche depuis le début, je suis même pas sûr que ça représente toute la gauche. Hein. Là, on est sur quand même une minorité de la gauche. Ne représente pas toute la gauche, mais une partie. On va dire de la gauche de la NUPES, par exemple.
Et pourquoi et oui, est-ce qu'en face il faut proposer un contre-discours plutôt que juste s'opposer Ouais, c'est ça. aux arguments woke, sans Parce doute. que vous écrivez notamment au Figaro et je trouve qu'au Figaro on fait beaucoup de contre comment dire de critiques du wokisme, mais finalement est-ce qu'on va plus loin aussi dans cette critique? Est-ce qu'on essaye de proposer un autre, comment dire, une autre construction identitaire que celle qui est proposée aujourd'hui par justement cette gauche wokiste? Je pense que le Figaro en fait, le contre-modèle identitaire, si vous voulez, ça doit être le modèle de la nation qui permet je pense que c'est celui que défend le Figaro, permet de dépasser les particularismes identitaires de chacun et de regrouper chacun autour de l'appartenance à la nation, de l'équipe nation. Mais oui, là où je vous rejoins, c'est que par conséquent, c'est important de cultiver l'amour du pays, de montrer que... Parce que le discours woke, c'est vraiment une pure négation contre c'est la négation en fait. Contre ce qui existe, contre l'Occident, contre nos institutions. Donc montrer que ce qu'on a créé, c'est quand même formidable, qu'on a des institutions, on a l'état de droit, on a quand même une prospérité inégalée dans l'histoire de l'humanité, que la culture française est belle, que les créations françaises sont belles, que les mœurs françaises sont belles. Oui, il faut le dire, il faut le rappeler. Même si tout n'est pas parfait évidemment, mais il faut effectivement non seulement contrer les raisonnements fallacieux des woke, mais montrer ce qu'on propose de beau. Ouais. Et je pense que le Figaro le fait bien. Oui, bon. Alors, sur ces questions, en tout cas, de wokisme en général, si on quitte le Figaro, vous pensez que finalement, on est au début d'une nouvelle ère wokiste qui va tous nous envahir, ou vous pensez qu'il y a justement un sursaut qui est possible et que peut-être que la nouvelle génération aussi aura un esprit critique qui permettra... Parce que Netflix, c'est facile, ça marche aussi beaucoup par algorithme, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si à un moment donné on commence à décrocher de cette cause-là, Netflix qui peut, parce que maintenant il y a même des algorithmes scénaristes qui vont proposer déjà à l'avance pour Netflix, en tout cas déjà à l'avance un scénario qui peut fonctionner parce qu'on voit que ça fonctionne dans tel sens avec tel acteur, etc. Est-ce que finalement, si tout le monde commence à se détourner de cette propagande, enfin de cette cause, on va dire, wokiste, est-ce que ça va se régler par soi-même? Là, je parle notamment de Netflix et ensuite de la suite. Dans le cas où il y aurait évidemment un sursaut, et que oui, mais moi je pense qu'une partie de la jeunesse se détourne du wokisme, pas toute. Malheureusement, par exemple, France Télévisions a sa filiale France TV Slash, où des centaines de milliers de jeunes regardent le contenu produit c'est sur internet par France TV Slash et des séries complètement woke. Donc oui, les médias conservateurs, les intellectuels conservateurs font un travail important pour déconstruire le wokisme et influencer la jeunesse. Mais de l'autre côté, il y a tout un travail encore plus fort de Netflix, de Disney, de Disney+, ouais. Donc moi, je pense que je suis assez pessimiste. Je pense que le problème aussi, c'est que bientôt, la jeunesse de demain n'aura pas connu le monde pré-woke et ne questionnera même plus ces messages dans les films et les séries. Un bon exemple, c'est Barbie récemment, qui a, pour moi, c'est quand même un film woke et il a super bien marché. Et le pire, c'est que beaucoup de gens qui pourtant d'ailleurs. Disait quelle catégorie de population, enfin quel âge le film Barbie? Je pense qu'ils ont parfaitement réussi ce qu'ils voulaient faire, un film grand public qui visait tout le monde de 6 à de tout 77 âge. ans. 7 voilà, 77 ans. Et je pense que le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pourtant, dans mon entourage en tout cas, qui pourtant ne sont pas particulièrement à gauche, qui n'ont même pas vu l'idéologie dans le film. Donc les messages deviennent tellement courants, tellement banalisés qu'on ne les questionne même plus, que c'est le fond de l'ère culturelle. Après, peut-être, Disney a eu des mauvais résultats ces derniers temps. Donc peut-être. Oui, c'est ça. En fait, finalement, pardon, je vous coupe, mais c'est pour vous redonner la parole juste après sur cette question de chiffres, d'audience. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous l'expliquez vous-même. Finalement, si tout le monde est lisse, si les personnages n'ont plus de failles, si il y a plus d'intrigue finalement, comment un bon film peut encore fonctionner? Ou alors, on va tous être habitués au goût du navet, autant dans l'assiette que dans l'écran. Oui. Non, c'est vrai que à cause du wokisme, par exemple, avec ce que je dis dans mon livre, là, ils veulent faire souvent des femmes fortes. Et la conséquence, c'est qu'ils créent des femmes sans faille, donc qui ne progressent plus, qui n'ont plus un arc narratif de transformation. Elles doivent changer quelque chose pour atteindre leurs objectifs. Donc, c'est des personnages parfois moins attachants. C'est aux autres de changer, c'est à la société de se remettre en cause, pas au personnage principal, par exemple. Donc, c'est même tous les schémas narratifs classiques qui parfois sont déconstruits et sont rendus moins bien.
Donc oui, ça marche pas très bien. En fait, je pense qu'il y aura probablement, moi c'est ma prédiction, un changement dans le sens où les films au message woke trop explicite disparaîtront. Donc par exemple comme les films Disney où c'est vraiment trop flagrant. Par contre, le wokisme qui se manifeste par des absences, parce que moi, la thèse que je défends dans le livre, c'est que le wokisme, c'est les présences, les discours militants explicites, etc. Mais aussi des absences, c'est tout ce qu'on ne voit pas à l'écran. Et ça, selon moi, va continuer, voire s'accentuer, parce que l'orientation idéologique du monde de la culture ne va pas changer du jour au lendemain. Et que dans le monde de la culture, en fait, il y a aussi cette idée fausse où les producteurs, les acteurs, etc., seraient tous, les scénaristes, guidés par leurs intérêts économiques cyniques. Mais je pense que c'est pas le cas. Beaucoup de gens sont persuadés de la justesse morale de leur combat, adhèrent à l'idéologie woke, croient façonner un monde meilleur. Et ça malheureusement, ça ne changera pas. Bon, vous ne pensez pas qu'ils font ça pour les subventions, pour continuer d'être invités aux Oscars, pour continuer de pouvoir avoir certains une reconnaissance en partie, bien sûr. D'ailleurs, on le voit bien quand il y a des excuses qui ne paraissent absolument pas naturelles. Excuses publiques, on dirait que c'est des excuses signées, des aveux signés sous la torture. Donc certains, oui, évidemment. C'est après la pression sociale et c'est des cercles vicieux auto-entretenus. Mais via la pression sociale, certains deviennent vraiment des convaincus par le camp d'en face. Donc je sais pas, il y a un peu les deux, mais en tout cas c'est pas uniquement les résultats économiques qui permettront de changer la tendance. En tout cas, merci beaucoup Samuel Fitoussi. Je vous invite tous à lire ce livre, Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries aux éditions du Cherche Midi. Un livre très fouillé avec beaucoup d'exemples. On a parlé de Blanche-Neige, de Friends et de beaucoup d'autres. Donc voilà, ça va vous parler à tous. Moi, par exemple, je n'écoute pas les nouvelles séries, mais les anciennes, je m'y suis retrouvée également. Donc voilà, je vous invite tous à aller vous procurer ce livre. Merci encore Samuel Fitoussi, et chroniqueur au Figaro Vox. Et merci à vous tous qui nous suivez toujours plus nombreux. N'hésitez pas à continuer de parler de nous autour de vous, de mettre des petits smileys, des petits cœurs, de tout ce que vous voulez, des pouces vers le haut. Surtout, c'est très important, ça, je crois.